J'ai même une victime où l'escroc est allé chez elle pour récupérer 5 lingots. Non. Oui, 5 lingots. Tu vois la chose. Et elle lui donne les lingots main propre, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Gaillardeau, le fondateur de Warning Trading, qui est un média spécialisé dans la sensibilisation sur les arnaques. Il va nous en parler un peu plus tout à l'heure et donc j'ai le plaisir de le recevoir ici au village du Crédit Agricole pour qu'on puisse discuter de nos activités. Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être venu. Merci Philippe, bonjour, merci. T'as fait le déplacement jusqu'à Paris? C'est ça, tout à fait. Tu viens d'où? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence? Oui. Oh, en plus en ce moment j'essaie de chercher de vivre là-bas donc je t'avoue. Ah oui? Ouais, franchement je suis en recherche d'un appartement sur Aix-en-Provence. Si jamais t'as des contacts, je suis preneur. Je n'hésiterai pas, mais bon courage en tout cas. C'est clair. Yes, bah écoute, je suis ravi de te recevoir au village du Crédit Agricole Paris. Pour cette petite interview, alors l'objectif c'est qu'on ait une petite discussion sur les différents sujets qui nous ont amenés à travailler ensemble. Oui. Et donc, premièrement, j'aimerais tout simplement que tu te présentes. Eh bien, je suis Nicolas Gaillardeau, j'ai 52 ans, je suis journaliste d'investigation et je suis plutôt connu comme un militant contre les arnaques. Et j'aide les gens à s'informer, à les sensibiliser sur les risques liés aux escroqueries financières en ligne ou sur Internet. D'accord, ok. Donc comment tu t'y es pris? J'ai vu que tu as créé... tu as une activité, tu as même un site qui s'appelle Warning Trading. Et du coup, qu'est-ce que c'est que Warning Trading pour les personnes qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui? Alors en fait, j'ai été victime d'une escroquerie. Ok. Et à l'issue de cette mésaventure, qui a été plutôt compliquée, j'en ai fait mon activité professionnelle. Okay. C'est quelque chose où je me suis senti engagé et puis par la suite passionné par l'idée d'informer, de sensibiliser et d'aider les gens parce que je pouvais comprendre ce qu'ils ressentaient. Au-delà de l'escroquerie en elle-même financière, il y a aussi un aspect psychologique. Et donc l'idée c'était d'aider les victimes, tout comme moi, à retrouver leur argent ou tout au moins essayer pour elles comprendre qu'est-ce qui leur était arrivé. D'accord. Donc Warning Trading est arrivé de cette manière-là. De fil en aiguille, les gens me contactaient par téléphone et d'un simple blog, c'est devenu un site internet où maintenant on a des journalistes professionnels qui publient tous les jours des articles d'investigation, suivis d'enquêtes sur des arnaques financières en général. D'accord, ok, très clair. Ça me fait penser un peu du coup à mon parcours à moi. Avec l'usurpation d'identité, moi c'était une problématique que j'ai vécue à travers l'expérience de mon frère et du coup je me suis dit en fait peut-être que à travers l'expérience que j'ai vécue je peux potentiellement aider certaines personnes et donc c'est vrai que je trouve cette démarche déjà géniale. Donc l'expérience qu'on a eue, l'expérience que tu as vécue c'est également l'expérience que moi j'ai vécue à travers l'usurpation d'identité de mon frère et donc au début ce que j'ai fait c'est que j'allais sur des blogs, enfin j'ai créé d'abord il y avait des blogs. Et après, j'ai créé ma propre page sur Facebook où je parlais d'usurpation d'identité. Et en fait, je laissais juste mes contacts pour que les personnes puissent me contacter, parler. Mais c'était plus sur l'aspect émotionnel. Parce que pour le coup, quand on vit ça et qu'on se sent seul, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Et ensuite, moi, à travers mon expérience de juriste, forcément, j'ai pu prodiguer de meilleurs conseils, ce qui a mené à la création d'EddyProtect. Il a été usurpé de quelle manière, ton frère? Alors lui, c'est perte de documents d'identité, il a perdu son document et puis il a déclaré sa perte auprès des services de police. Donc tout le monde pense qu'à ce moment-là, c'est une manière de faire opposition au document. En fait, c'est pas le cas. Donc il y a eu des ouvertures de comptes bancaires, lignes téléphoniques, crédit également, ça a été un peu l'enfer, un peu partout. Et donc on s'est dit, voilà quoi, on va essayer de faire en sorte de faire cesser les poursuites à son encontre, empêcher l'usurpateur de continuer. Et bon, ça a duré quand même 5 ans. Donc à la suite de cette expérience-là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas aider d'autres victimes et puis créer une solution contre ça, de prévention. Donc en fait, c'est un peu ça, toi, tu fais de la prévention. Mais, tout comme toi, il y avait une réelle demande. Il y avait une réelle demande d'être écouté, mais surtout de pouvoir, pour les victimes, de pouvoir se regrouper entre elles, par exemple. Donc on a mis en place un outil qui permet aux victimes de se retrouver dans un espace dédié pour elles, qui leur permet d'échanger
éventuellement des points de vue, mais surtout des idées en matière de procédure collective, d'action. On a également mis en place des outils qui leur permettent de faire de la prévention, afin d'éviter... C'est ce qu'on souhaite, c'est qu'elles évitent de tomber dans l'arnaque. Souvent c'est trop tard, elles nous appellent. Le mal est fait, elles ont déjà fait le paiement. Mais c'est effectivement issu d'une demande. Il n'y a pas de demande. C'est ce que je te l'avais dit, hein, tu fais un travail d'utilité publique et me semble-t-il, je pense que nous on fait exactement la même chose. Ouais, c'est pour ça que ça a du sens et la discussion qu'on a eue la toute première fois concernant en fait nos activités respectives, on s'est dit pourquoi pas éventuellement essayer de joindre nos forces quelque part sur la sensibilisation des citoyens. Donc en fait vous, sur Warning Trading, en fait, il y a un gros pan sensibilisation, de ce que je comprends, un second pan où les victimes se retrouvent entre elles, et potentiellement même des solutions. Des solutions juridiques, des conseils, et puis ton offre qui permet, parce que on le voit, hein, les victimes souvent sont escroquées et perdent beaucoup d'argent, mais aussi elles peuvent faire l'objet d'usurpation de leur identité. On y viendra, j'imagine. Tout à fait. Donc il y a également ton offre sur notre site qui permet donc à ces victimes de pouvoir dormir sur leurs deux oreilles et d'éviter le deuxième effet qui se coule, après avoir perdu de l'argent, se retrouver à être contacté par des administrations ou des organismes de crédit pour des crédits qu'elles n'ont pas émis. Tout à fait. Alors du coup aujourd'hui, quels sont les types d'arnaques, enfin d'abord quand tu commençais, quels étaient les types d'arnaques potentiellement celles que tu as vécues, et puis l'évolution jusqu'à aujourd'hui, parce que là... Ouh là là, pour écrire un livre, ça fait à peu près 10 ans, hein. 10 ans, donc en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Il faut savoir que l'escroquerie aux faux investissements provient systématiquement d'une mode. Donc on a connu la mode des vaches laitières, on a connu la mode du whisky, la mode du diamant, qui a fait beaucoup de dégâts, et puis on a eu également la mode aux crypto-monnaies, c'est encore le cas, avec l'augmentation de la crypto-monnaie. Et donc les escrocs surfent sur cette vague. Un jour, ce sera peut-être qu'un jour le diamant reviendra, mais aujourd'hui c'est la crypto-monnaie. Comment ça se passe un cas concret, c'est souvent la victime va remplir un formulaire par exemple sur internet. Donc on est un peu dans du phishing, dans l'hameçonnage. Et donc, une fois qu'elle a rempli ce formulaire, elle va être contactée par une personne au téléphone qui se présente comme un conseiller financier, souvent qui va usurper l'identité d'une société réelle et sérieuse, et ensuite va lui proposer à cette victime un investissement. Généralement, ça commence par une petite somme pour mettre en confiance, et puis la victime va recevoir un petit peu d'argent, donc deuxième mise en confiance. Et puis à un moment donné, l'appât du gain, le conseiller va lui proposer d'investir beaucoup plus. Et c'est là où, une fois qu'elle va investir quasiment souvent l'économie de toute une vie, elle va se rendre compte qu'elle est totalement... enfin, elle est escroquée. Voilà, c'est terminé. Ouais, pour le coup, nous, on a eu des victimes justement qui étaient victimes d'arnaques au faux placement crypto. Et en fait, elle nous expliquait que justement, un peu comme tu dis, elle faisait un petit virement et puis elle voyait que grâce à une IA, il y avait de l'argent. C'est la mode de l'IA, voilà. C'est la mode, voilà, c'est l'IA. Et puis l'escroc va souvent prendre possession de l'ordinateur de sa victime, avec des outils comme Anydesk par exemple. Et donc en ayant accès à l'ordinateur de sa victime, il va pouvoir faire toutes les manipulations nécessaires pour transférer l'argent sur tel ou tel compte, sur telle ou telle plateforme exchange, etc. Et souvent, les victimes ne savent pas ce qu'est une crypto, ne savent pas ce qu'est une plateforme exchange, ne savent pas comment verser de l'argent. Donc c'est l'escroc, via Anydesk, qui va faire toute la manipulation et la victime va se laisser porter. Voilà. Donc franchement, ils ont cette... Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont des personnes quand même qui sont familières avec l'outil numérique, qui vont utiliser des outils pour prendre le contrôle, mais... quelque part les victimes, en fait, moi de ce que je vois, en fait,
c'est quelque part elles qui donnent le contrôle parce qu'elles n'ont pas la connaissance de cette arnaque-là. Donc en gros, premier travail, c'est de la sensibilisation pour leur faire connaître qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement faire ce type d'arnaque. Et surtout, en fait, derrière, elles n'ont pas la connaissance même technique pour elles faire des virements, faire des ouvertures de compte. Moi, j'ai eu des cas où, en fait, quelque part, trompées, elles ont elles-mêmes proposé, enfin fait les processus d'ouverture de compte, typiquement sur des plateformes comme Binance, etc. Elles vont, elles, faire le contrôle KYC, prendre la photo, bien sûr, faire... oui, elles vont très loin. Ouais. C'est le biais cognitif, si tu veux. À partir du moment où elles sont mises en confiance, elles ont le sentiment d'être avec une personne de confiance, une personne sérieuse, et donc elles vont l'écouter. Puis dès qu'elles ont commencé à mettre un pied dans l'engrenage, ça continue. Souvent, moi j'ai affaire, en parlant d'expérience, j'ai affaire à des victimes qui ont versé tellement d'argent qu'elles n'ont pas d'autre solution que d'y croire, tellement qu'elles ont versé d'argent. Elles peuvent qu'y croire. Tu comprends un peu ce sentiment-là. Et donc, je dirais, le premier conseil à leur donner, c'est ne jamais divulguer leur information personnelle, ne jamais donner l'accès à leur ordinateur à des inconnus, sans qu'elles aient fait une sollicitation préalable, des inconnus. C'est clair, il ne faut jamais donner ces informations. Mais c'est un vrai problème national, même, oui, on peut parler de la France, c'est un problème national. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation en fait, sur ces sujets-là, j'entends à l'échelle nationale, enfin l'État, quelque part sur protéger vos données, etc. Un spot publicitaire, ça pourrait être bien en fait. Dire, je sais pas, les dangers de la route, on l'a compris, on l'a compris. Oui, bien maintenant, sûr. Oui, mais on l'a compris, les dangers de la route, parce que derrière, il y avait le bâton, il y avait la contravention. Ouais, tout à fait aussi. Là, on est dans un domaine totalement différent. J'ai envie de dire, une personne qui est victime, c'est un petit peu comme si elle tombait malade, une grave maladie, et là, elle va commencer à s'intéresser. Tant qu'elle n'est pas malade, elle ne va pas s'intéresser. Les gens ne s'intéressent pas aux escroqueries. Elles s'y intéressent quand elles sont touchées, ou un membre de la famille qui est touché. Nous, on a en matière de visiteurs sur notre site, c'est une niche. C'est des gens qui ont été escroqués. Ou des membres de leur famille. Mais tant qu'elles ne sont pas touchées, elles ne vont pas s'intéresser. Donc, comme tu dis, les actions de sensibilisation, c'est très compliqué. Moi, je trouve qu'il y a déjà des actions de sensibilisation, mais on a affaire vraiment à des organisations extrêmement douées en matière de manipulation, en matière d'outils informatiques qui permettent, avec l'usurpation d'identité, de pouvoir totalement manipuler leurs victimes. On a des victimes qui nous contactent, elles ont fait des recherches, elles ont regardé sur l'autorité des marchés financiers, elles ont été voir à droite à gauche et elles n'ont pas vu d'informations qui pouvaient les inquiéter. Et parce qu'elles ont en face à eux des vrais professionnels. Des gens qui font... Leur métier, c'est d'escroquer les gens. Donc ça devient très compliqué. Et puis elles ont honte après. Donc, c'est ça. Donc, pour le coup, là, récemment, j'ai eu un cas justement d'une personne qui m'expliquait en fait tout simplement la honte parce qu'elle a investi, on était entre 100 et 150 000 euros dans ce type de placement, donc l'arnaque quoi. Classique. Et en fait, je voulais faire bien pour mes enfants, je voulais tout simplement placer de l'argent et me dire que ça allait fructifier. Et en fait, aujourd'hui j'ai honte et j'ose même pas leur en parler. Enfin, même au sein d'un foyer, quand on est victime de ce type d'arnaque ou d'usurpation, dans ce cas-là, en fait, on n'en parle pas, on est vraiment seul parce que seul avec sa honte. Alors qu'au contraire, il faut parler de ces choses-là, tout simplement les dénoncer comme ce que vous faites en fait, au final chez Warning Trading, pour que il y ait des actions qui soient mises en place contre ce type de risque-là. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que les victimes, elles ne savent pas à qui se tourner, vers qui se tourner. Quand elles vont à la police, souvent, on leur dit c'est même pas la peine de déposer plainte. Et elles ont honte. Elles n'en parlent pas à leur entourage familial, parce qu'elles ont peur de se faire mettre en curatelle, parce que j'ai envie de dire que là on va parler du persona du coup. Voilà le type de la victime, ce sont souvent des gens qui ont la soixantaine et qui souvent veulent investir pour aider leurs enfants plus tard. Donc elles ont une envie d'aider donc leurs enfants et elles sont prêtes à investir des sommes importantes. Souvent elles ont un âge qui
pour lequel elles ont épargné beaucoup d'argent. Et donc ces victimes sont souvent démunies par la suite pour essayer de trouver une solution à leur problématique. Ouais, c'est clair. Ben, je pense qu'en fait, un peu de sensibilisation, enfin il y en a beaucoup. En fait, il y a tellement de sensibilisation dans le domaine bancaire qu'au final... Trop, exactement, il y en a pas mal. Et d'un autre côté, en fait, les usurpateurs vont usurper l'identité de la banque pour aller te faire une campagne de... Mais oui, mais bien sûr, attends. Mais c'est l'effet recovering. C'est d'un côté, la victime se fait escroquer une première fois dans le cadre d'un faux investissement, et elle est recontactée derrière, au bout d'un mois, 2 mois, par soit un faux policier, soit une fausse autorité, soit une banque, soit la fameuse blockchain. On est en pleine mode, donc tu as des personnes qui se présentent, bonjour, on est la blockchain, et donc on va récupérer votre argent parce qu'il est bloqué, mais il faut payer une taxe. Donc elles sont de nouveau réescroquées une deuxième fois. C'est abusé. Et ça peut même aller jusqu'à 3 fois. J'ai vu dans mon expérience de victimes des gens qui ont été escroqués 3-4 fois, habitués à l'escroquerie. C'est quand même assez grave. Bah, du coup, suite à ces escroqueries, en fait, le lien en fait, entre nos deux activités, hein, c'est le fait que pendant une escroquerie qui est liée à de l'investissement, il y a forcément des documents d'identité qui sont demandés. C'est systématique, Philippe. C'est systématique. Pour faire genre, on est une entité sérieuse, vous allez nous faire parvenir une photocopie de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, et éventuellement des documents, autres, etc. Donc les gens s'exécutent, et donc ils se retrouvent à avoir donné des informations qui peuvent leur poser un gros souci en matière d'usurpation d'identité. Ouais, tout à fait. C'est systématique. Et du coup, il y avait un chiffre justement sur ça dont tu m'avais parlé? Alors en matière de montant, on est au moins à 15 milliards d'euros en matière de pertes des patrimoines français, c'est 15 milliards, rien qu'en France. Hein. Rien qu'en France. C'est 15 milliards d'euros depuis 2010. Ouais. Voilà. Donc c'est énorme. Et nous, on reçoit... l'économie de la fraude. Ah non, mais c'est une industrie. Ouais. Tu as... c'est comme une société. Tu as le spécialiste de la création de sites internet, tu as le spécialiste en matière de référencement, le community manager, tu as celui qui va ouvrir les comptes bancaires, tu as le commercial qui va manipuler sa victime. Enfin, c'est une vraie industrie, ils se partagent l'argent comme une société réelle et sérieuse. C'est grave, franchement, c'est juste le... Ouais. Voilà. Mais non, c'est... Et alors, tu parlais de chiffres, on est aux alentours de 500 demandes par mois. Okay. On a 500 demandes par mois, en 30, de victimes qui nous il paraît que sur Thésée, ils sont à 500 signalements par jour. Ouais. Sur la plateforme Thésée. C'est tout général, bien sûr. Nous, on est vraiment dans une niche qui est vraiment le fonds investissement. Donc, oui, non, mais c'est une industrie. Et du coup, le contenu, enfin, tous tes apprentissages, etc., mis à part les avoir mis à disposition des citoyens si jamais ils regardent, ou bien des personnes qui seraient victimes, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement une possibilité de soit travailler avec des associations, ou bien travailler avec, comment dire, des banques qui, elles, en fait, se rendent compte, dont l'identité a été usurpée. Moi, j'ai eu un cas d'une personne qui avait investi de l'argent dans le cadre d'une arnaque, et en fait, la personne avait créé, soi-disant, un produit qui était celui d'AXA. Donc là, en fait, on se dit, mais ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont au courant que leur identité est utilisée? Potentiellement, même les plaquettes, en fait. Ouais. Non, mais elles le sont. Elles le sont, mais il faudrait qu'elles aient un préposé au dépôt de plainte. Il faudrait que tous les jours, elles aillent déposer une plainte. Donc c'est pas possible. Moi-même, j'ai fait l'objet d'usurpation d'identité dans le cadre de mon activité, où des victimes ont été contactées par un faux Nicolas Gallardo leur demandant de l'argent. Et pour certaines, elles ont payé. Donc j'ai même été usurpé de mon identité pour fermer mon entreprise. Et ça a marché. L'escroc a réussi à faire fermer mon entreprise 24 heures, parce que j'ai eu la chance de tomber sur une greffière en chef qui a réussi, de par un juge des référés, à annuler cette annulation, et c'était une première en France. Donc l'usurpation, elle va très très loin. Elle va vraiment très très loin. Ouais. Alors franchement, c'est grave. On se rend compte que on a des experts, en fait, au final, qui sont contre des experts. Enfin, toi, tu es l'expert pour pouvoir protéger, et puis tu as des experts qui sont en face et qui ont vraiment cette volonté de nuire, en fait, et
Et alors, eux, ils sont unis, mais nous, on en est un peu moins. Tu vois, on a essayé de contacter les banques, par exemple. Et les banques ont tendance à dire, enfin, elles disent, non, mais nous, on a notre propre service. Donc, on n'a pas besoin de formation, on n'a pas besoin d'aide, on gère, etc. Parce qu'il faut dire que la plupart de ces escroqueries, elles ont lieu parce que les banques ne jouent pas leur rôle prudentiel en matière de vigilance et de surveillance. Soit parce qu'il y a un manque de personnel, un manque de formation, etc. Mais la plupart des victimes ne verseront pas de l'argent en liquide dans une valise. Ouais. Très peu. Les victimes, elles versent de l'argent par virement bancaire SEPA. Elles se disent, après tout, mon interlocuteur a un IBAN, ça veut dire qu'il a fait l'objet de vérification, tout comme moi quand j'ai ouvert mon compte bancaire. Or, souvent, les victimes, elles vont verser de l'argent, pensant envoyer de l'argent à un compte qui leur appartient, alors qu'il ne leur appartient pas, il appartient à une société X ou Y, mais l'escroc leur dit, vous allez verser de l'argent sur votre compte avec votre nom. Et les banques ne vérifient pas ça. Ouais. Donc, et ces virements-là, justement, est-ce qu'il y a des patterns qu'on peut identifier? Est-ce que c'est très souvent les mêmes pays? Est-ce que ça, c'est des choses que tu as pu voir, toi, à travers ton expérience? Oui, on avait mis en place un système de statistiques. Les banques, en fait, c'est cyclique, ça change. Okay. Ça monte un peu comme une montagne russe, puis ça redescend. Donc on a eu une période où ça a été le Portugal et l'Espagne, il y a 2 ans, mais c'était énorme. Il n'y avait que là, l'Espagne et le Portugal. Avant, ça a été les pays de l'Est. D'accord. Et puis les pays de l'Est, ils ont resserré les vis, donc les boulons. Et donc du coup, ça a été plus compliqué. Et donc, ils vont ailleurs. Donc ils vont, par exemple, en Allemagne, ils vont en Angleterre, et ils retournent après en Espagne. Enfin, c'est cyclique. Et puis avec l'arrivée des crypto-monnaies, maintenant, ils vont plus dans des banques. Ils font ouvrir un compte sur une plateforme exchange. La victime, elle verse de l'argent via son compte bancaire sur la plateforme exchange qui est à son nom, pour le coup, réellement à son nom. Et puis là, ça va se transformer en crypto-monnaie. Donc là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Ouais, clairement. On trouve toujours une solution. Ouais. C'est clair. J'ai même une victime où l'escroc est allé chez elle pour récupérer 5 lingots. Non. Oui, 5 lingots. Tu vois la chose. Et elle lui donne les lingots, main propre, etc. Donc, on va après déposer plainte. Les lingots n'étaient pas déclarés. Donc, c'est clair. Bah oui. Pour le coup, là, on est dans un cercle vicieux, on peut plus rien faire. Et franchement, je trouve ça... Enfin, moi, ce qui m'a... Il y a beaucoup de choses que j'adore, c'est vraiment apprendre de nouvelles choses concernant, en fait... le point de vue d'une tierce personne. Donc typiquement les fraudeurs, quand j'apprends que en fait c'est une organisation qu'il y a derrière avec tel et tel métier, chacun a son rôle à faire là-dedans, ensuite on se répartit les gains, etc. Je trouve ça en fait absolument fou, quoi. Quand je suis rentré dans ce monde-là, je me suis dit et d'ailleurs ça nourrit le fait que forcément tu continues, puisque entreprendre évidemment c'est pas facile, hein. Donc le fait de en fait, c'est un métier de passion, en fait, au final. C'est ça que je veux dire. Oui, et paradoxalement, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, c'est pour ça qu'on appelle ça une arnaque astucieuse. Astucieuse, parce qu'ils sont plusieurs. Et souvent, certaines victimes disent, mais j'étais avec une dame, après j'étais avec un monsieur, après j'étais avec le directeur, souvent quand elles me parlent de leur bourreau, de leur escroc, elles le parlent comme j'étais avec mon conseiller financier, j'étais avec mon directeur, j'étais avec le directeur. Non, vous étiez avec des escrocs. Le syndrome de Stockholm, c'est un truc de dingue. et ce qui est fou, c'est qu'elles me disent souvent, mais ils étaient gentils avec moi. J'ai envie de leur dire, mais elles sont gentilles, mais vous avez versé 100 000 euros. Elles ont intérêt à être gentilles. Mais c'est ça. On est dans un business sophistiqué qui rapporte beaucoup d'argent. Et ce qui est dommage, tu parlais de pouvoir se rassembler, etc., c'est qu'on n'a pas beaucoup d'écho vis-à-vis des différentes administrations, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient l'AMF, par exemple. On n'a pas d'écho. Donc, on ne travaille pas ensemble. De toute façon, on va faire en sorte de travailler ensemble, puisque pour le coup, ces initiatives-là et de médiatiser en fait toutes ces problématiques-là, ça va permettre de faire bouger les choses. Donc, en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Ce que tu fais, d'ailleurs, le permet, mais je t'en félicite. Merci beaucoup. Et il faut vraiment, on essaie vraiment de mettre en avant en fait, la parole de la victime au final, parce qu'on se rend compte que
très souvent, moi j'ai des cas d'usurpation d'identité également, où en fait ils se rendent au commissariat de police, on leur dit bah, vous avez envoyé votre document d'identité, il fallait pas le faire. Oui. Ok, d'accord, mais bon, quelle est la solution? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux... Enfin, je peux le comprendre d'un autre côté, puisque bon, ce sont des personnes qui sont évidemment débordées, et qu'il y a tout le temps des cas comme ça, mais quelque part... C'est pas ce qu'attend la victime. C'est pas ce qu'attend la victime. Elle veut des solutions. Oui. Mais tu l'as bien dit, hein, que ce soit l'administration judiciaire ou la police, pour avoir discuté avec certains, premièrement, ils n'ont pas suffisamment d'effectifs. Déjà, c'est la première cause. Et puis surtout, ils estiment que la victime est entièrement responsable de ce qui lui est arrivé. Quelque part, c'est un peu bien fait pour elle. Et donc, quand tu as cette sensation-là, va essayer de retrouver l'escroc derrière. Ouais, c'est clair. Donc, dans 100 dossiers, tu en as 98 qui finissent en classement sans suite. Donc, c'est motivant. Hein, c'est quoi les critères? C'est les montants moi, je parlais avec des gens du ministère de l'Intérieur, ils me disaient qu'en fait, quand on arrive à globaliser et qu'on arrive à remonter une filière, là, on va faire boum, un gros coup pour tout le monde. Oui. Mais bon, alors, la petite arnaque oui. monsieur, madame, alors, monsieur qui s'est fait escroquer de 20 000 €, il va déposer plainte, ça va finir en classement sans suite. La police ne va pas dépenser énormément d'argent pour tenter de récupérer 20 000 €. Donc effectivement, la police intervient, en tout cas les différentes antennes d'enquête interviennent souvent quand on a affaire vraiment à un gros réseau, et où ça touche une institution. Quand ça touche, par exemple, quand il y a eu l'affaire des clubs de foot qui ont été escroqués, ou l'arnaque au président, où il y a eu des sociétés derrière qui ont perdu beaucoup d'argent, là, on a vraiment... c'est ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Et donc là, ils mettent les moyens. Mais quand il s'agit de monsieur et madame tout le monde, c'est pas possible. Et puis, les victimes, elles sont pas toutes au même endroit. Elles sont éparpillées façon Pulse aux quatre coins de la France. Donc, quand monsieur Michou, comme tu dis, se fait escroquer à Tourcoing, il va déposer plainte au commissariat de Tourcoing, mais pour la même escroquerie, tu as une victime à Marseille. Et donc, va regrouper tous ces cas-là. D'où la mise en place que nous avons fait, d'où la mise en place de ces sites de mise en relation entre victimes, pour aider nos forces de police, quand elles nous appellent, à regrouper l'ensemble des victimes entre elles. C'était ça qu'on a essayé de mettre en place. Mais donc ça c'est le premier point, c'est ce point-là. Et ensuite, comme on a affaire à des organisations criminelles extrêmement sophistiquées, pas d'identité, fausse adresse, adresse en IP, numéro de téléphone envoyé au IP, enfin bref, c'est quasiment impossible. Donc du coup, quand on a affaire à des remontées d'affaires où les gens sont attrapés, souvent, c'est parce qu'il y en a un qui a un petit peu montré d'argent, voilà, ou tu as une maîtresse ou une épouse est conduite par un des escrocs qui est allé se venger en allant... voilà. Donc, bon, merci à elle. Voilà, exactement. Merci. Ok, très clair. Et du coup, on va parler un peu d'usurpation d'identité également, et de, en fait, ce qu'on a pu voir. Nous, on a eu des cas... Moi, je voudrais te poser une question par rapport à ça. Ah, vas-y. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles Qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour éviter l'usurpation d'identité? Parce que c'est ça en réalité. Exactement. En fait, c'est assez difficile de répondre à cette question. Le premier conseil, je te dirais, et en fait, tu vas me dire oui, mais c'est pas une réponse, c'est en fait d'éviter de transmettre ces documents d'identité à un inconnu. Je suis d'accord avec toi. Déjà, je pense que ça, c'est la base. Mais le problème, c'est que en fait, aujourd'hui, tout le monde est un inconnu dans un monde digital. Donc en fait, à partir du moment où tu te fais passer pour quelqu'un de légitime, t'es un inconnu certes, mais tu as l'air légitime. Donc j'aurais moins de freins à te poser à t'envoyer un document d'identité. Par contre, un second élément, ce serait de dire de protéger un document d'identité à chaque fois qu'on le transmet. Donc c'est-à-dire que par exemple, dans le cadre d'une arnaque, ils en veulent à l'argent de base. Mais par contre, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est essayer de maximiser le profit par rapport à tout ce qu'ils ont pu récupérer. Donc quand je t'ai fait ouvrir un compte à ton nom, j'ai récupéré ton document d'identité, j'ai récupéré tes justificatifs, etc. En fait, le document d'identité se revend sur le dark web. Les justificatifs, ils se revendent en termes de pack. Donc en fait, ils vont maximiser le profit à chaque arnaque qu'ils vont faire. Donc en gros, à partir du moment où, même s'il s'agit d'un organisme ou d'une arnaque comme ça, si on envoie un document d'identité sur lequel on impose ne serait-ce qu'un filigrane, on est sûr que le document d'identité, derrière, il ne pourra pas être réutilisé. Et ça, je pense que ça, c'est la deuxième recommandation.
Et puis, mais là, tu parles d'usurpation d'identité à grande échelle. Tu parles pas du cousin Germain qui a pris l'identité de son, ça, pour le coup, son frangin ça, c'est trop complexe. Pour éviter d'avoir des amendes. Ça serait dire mettre son document d'identité dans un coffre-fort. À l'époque, c'était un peu ça. Moi, chez moi, plus jeune, en fait, mon passeport, en fait, c'était mes parents qui le gardaient. Ils étaient tout le temps dans un coffre. Enfin, ça bouge pas, quoi. Mais moi, j'ai pas cette problématique-là. Moi, je fais confiance aux gens, tu vois. Puis d'ailleurs, c'est l'essence même de la relation humaine. Ça, c'est le Sud. Ça, c'est le Sud. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Et moi, j'ai pas de difficulté à donner ma pièce d'identité. Et là, comme tu dis, c'est une erreur. Non, c'est une erreur parce que, en fait, je pense qu'on s'est pas rendu compte quand on est passé au full digital. On s'est pas rendu compte de l'impact d'un simple document d'identité, en fait. L'importance d'un simple document. À l'époque, quand on l'avait, enfin je pense, moi, mes parents, typiquement, quand on recevait des courriers à la maison, ils étaient déchirés. Enfin ce geste-là existait. Oui, donc en fait, pourquoi maintenant, quand il est au monde digital, on l'a plus? On le met en boule et on le jette à la poubelle. Ouais. J'imagine derrière, tu dois avoir des filières de ramassage de documents... ça doit être, là aussi, ça doit être industrialisé. C'est exactement ça. Donc nous, en fait, je pense que le passage au monde digital nous a rendus plus enclins à transmettre nos documents parce que c'est plus simple. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut apprendre les codes du digital. Le code du digital, c'est tu connais pas la personne, tu l'envoies pas. Le code du digital, c'est si jamais tu envoies un document d'identité, tu le protèges avant de l'envoyer, en tout état de cause. Ensuite, il y a également... il va y avoir plein de sensibilisations, enfin il y a plein de sensibilisations qui sont faites sur ça, mais est-ce que le site a l'air légitime? Quels sont les sites qui te permettent de dire que tel site est légitime? Tu vois, il y a plein d'outils. Les gens n'ont pas effectivement ce réflexe de vérifier si un site est légitime ou non, c'est vrai. Et souvent je pose la question et souvent certaines personnes totalement hagards m'appellent et elles me disent mais vous êtes qui? Alors qu'elles m'appellent. Et je leur repose la question, je leur dis mais attendez, vous m'appelez, vous ne savez pas qui je suis. Avez-vous fait un tour sur notre site? Parce que si vous m'appelez, mon numéro est sur le site. Est-ce que vous êtes allé dans nos mentions légales? Est-ce que vous avez été sur la page? Non, les mentions légales. Non, ils ne savent pas ce que c'est la mention légale. Pas du tout. Ils ne comprennent pas. Pas du tout. Donc du coup... alors allez vérifier les listes AMF. Ah oui, non. Surtout qu'elle est compliquée cette histoire. Elle est compliquée. Là, si la MF nous écoute, il faut simplifier. Oui, simplifier. Donc, on a besoin de vous. Yes, donc évidemment, sur l'usurpation d'identité et ce partenariat avec Warning Trading, pour moi, il a été hyper important parce que déjà, en amont, on avait déjà des victimes de fraude et d'arnaque Internet qui venaient nous voir et qui nous disaient en fait j'ai transmis mes documents d'identité et j'ai un crédit à tel endroit. Du coup, elles savaient que ça venait globalement de la fraude ou de cette arnaque, mais elles en sont pas sûres. Donc du coup, on s'est renseigné un peu avec l'équipe pour savoir en fait quel était le taux de réutilisation d'un document après une fraude. Et du coup, on a pu voir que selon l'AMF, en fait, c'est 40% des arnaques mènent à une usurpation d'identité. Donc derrière, en fait, on a... c'est quasiment 1 sur 2. Quoi. Mais je pense que c'est pas fini. Je pense que le chiffre est plus élevé, d'ailleurs même. Oui, parce qu'en fait, c'est celles qui sont avérées. Donc à partir du moment où on peut être victime d'usurpation d'identité sans le savoir, évidemment, il y a des cas qu'on n'a pas. Quoi. Donc voilà la logique pour laquelle on a été amené à discuter, et puis la logique qui nous a mené à justement en fait, essayer d'apporter également un accompagnement aux personnes qui sont victimes d'arnaques pour pouvoir protéger leurs documents d'identité ensuite. Et donc, moi, je suis ravi de travailler avec toi depuis, ça fait 4 mois, je crois, quasiment. Oui, c'est ça, 4 mois. Ça doit faire 4 mois, je suis assez ravi de ce partenariat-là. Je sais que ça a du sens, en tout cas, moi j'aime bien travailler avec des personnes qui ont... Il y avait un besoin, il y avait un réel besoin, il manquait quelque chose chez nous aussi. Exactement, donc cet aspect-là est vraiment très très important pour nous de travailler avec des acteurs qui travaillent à la confiance numérique de manière générale, donc merci à toi. Merci à toi aussi. Donc voilà, et pour un dernier mot de la fin, ce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est pour toi, quelles sont les futures tendances, quels sont les éléments sur lesquels les citoyens doivent aujourd'hui être alertes et quelle est la tendance pour les prochaines années en matière de fraude? Petit challenge comme ça. Un petit challenge, Écoute, la tendance, ça va être comme ça. Je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter.
Donc ça tourne, hein, toujours avec la mode de la nouvelle arnaque. Mais j'ai plutôt envie de donner un conseil. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ne jamais donner sa pièce d'identité à un inconnu. J'ai envie de dire ne jamais répondre ou répondre à un appel téléphonique d'un inconnu, parce que la plupart des escroqueries démarrent systématiquement sur un appel téléphonique. Donc déjà ce point-là est extrêmement important. Et puis surtout, ne jamais se précipiter. Jamais. Parce que l'escroc, il va vouloir te bousculer pour investir, parce qu'il faut que ce soit... Ouais, il y a une question de temporalité, tu te rends compte, voilà. Aujourd'hui les taux... voilà, et puis demain ça sera plus possible, etc. Donc prendre son temps, et puis croiser les informations. Faire le tour sur Internet. Sur Internet, tout n'est pas vrai, donc croiser ces informations, aller sur plusieurs sites Internet, s'informer, en parler autour de soi, ne pas garder ça pour soi, pensant qu'on a trouvé la poule aux œufs d'or, parce que ça c'est formidable, ça, j'ai trouvé la poule aux œufs d'or, j'ai gardé ça pour moi. Donc en parler autour de soi, et puis voilà, mais la tendance aujourd'hui, elle est claire, hein, tu l'as dit toi-même, Internet, c'est vraiment... C'est un outil qui rapproche l'escroc de la victime, mais d'une manière exponentielle. Ouais, c'est clair. Ouais, bah, c'est ce qu'on a eu, c'est le retour qu'on a eu également d'un ancien escroc. Je sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a tournée, mais en fait c'est une personne qui était dans ce monde-là. Bon, elle ne s'attaquait pas aux personnes, mais plus aux organisations, enfin type banque, etc. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que la digitalisation, comment dire, la distance entre une personne qui serait un fraudeur et sa victime, ça a permis tout simplement d'ouvrir le champ des possibles et d'être de plus en plus efficace sur ce type d'arnaque. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est vraiment comment dire, leur bagou par moment. Enfin, moi, alors, il y a quelque chose que j'aime bien. Désolé, je fais une petite parenthèse sur ça. T'as raison, mais ce que j'adore, c'est en fait faire tourner en bourrique. Moi, évidemment, mon numéro de téléphone, il a dû fuiter. Évidemment, je reçois les SMS, votre colis, etc. Mais c'est arrivé qu'on m'appelle. En fait, qu'on m'appelle, oui, bonjour monsieur, j'ai besoin de votre numéro de sécurité sociale, on est tel organisme. Du coup, ah oui, pourquoi faire? Et là, en fait, tu le laisses, tu joues, parler, je m'amuse avec lui. Il fait perdre un petit peu de son temps. Ça, j'adore, mais en fait, ils ont un côté où, à la fin, en fait, quand ils... Bon, c'est bon, je t'ai cramé, enfin, faut arrêter, tu vois. Et en fait, parfois, ils rigolent, et là, ils t'expliquent, ah bah tiens, t'es le premier aujourd'hui à... T'en as qui le prennent mal, attention. Ouais. J'imagine d'ailleurs, moi, je sais pas, ça doit être le sourire au téléphone qui fait que du coup, le mec est cool. Mais ouais, parfois, en fait, ils te racontent que... Ah bah t'es le premier aujourd'hui qui m'a démasqué, ah bah tiens, voilà comment je fais pour mes arnaques, voilà à quoi ça va servir, etc. C'est impressionnant ce que tu vois, on a en face de nous un être humain qui passe son temps à tromper les gens. Je sais pas dans quel état d'esprit il est, mais je pense qu'à un moment donné, c'est devenu quelque chose tellement mécanique que quelque part, pour lui, c'est quelque chose de naturel. Quelque part, oui, c'est comme ça, mais on est bien d'accord que c'est pas naturel en réalité. Mais pour ces gens-là qui sont dans ce domaine-là... Parce que tu parlais de cet escroc, bon, il escroquait les institutions, bon, après tout les institutions, mais escroquer des gens qui ont 80 ans, qui ont mis l'épargne de toute leur vie ou qui ont des enfants handicapés, etc., ils vont jusqu'à leur vider tout leur compte, sans aucun scrupule. C'est ça qui est encore plus... Ouais, ça c'est dur ça. Ça fait ça donne envie de... Ouais, c'est à se demander... Bon, en fait, moi je dis que ces gens-là n'ont pas d'âme. C'est un peu mon expression. Ils n'ont pas d'âme. Elle a été retravaillée. Elle a été retravaillée, tu sais, dans une de mes enquêtes, je suis parti dans un pays étranger où j'ai réussi à atterrir dans un call center d'escrocs. Okay. Et d'ailleurs, ça a été chaud d'ailleurs. Heureusement que j'avais un garde du corps avec moi. Et en fait, on a affaire à des gens où, au départ, quand ils arrivent dans ces call centers, ils pensent avoir affaire à une société souvent correcte, sérieuse. Et au moment où leur client veut récupérer leur argent, elle demande à leur commercial, et le commercial appelle son responsable, et son responsable lui dit non, on ne rend pas l'argent. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu restes avec nous et tu vas te faire du fric, soit tu t'en vas, mais tu as intérêt à la fermer parce que sinon tu finiras pas l'année. Voilà. Donc, et du coup, il y a des gens qui vont partir. Qui sont sous la contrainte. Oui, mais bien sûr. Ouais. Après, voilà, quand tu touches 15% jusqu'à 20% des sommes que tu vas escroquer à tes victimes,
À un moment donné, et quand t'as pas d'argent, que tu sais pas quoi faire, tu te dis après tout, bon bah allez. Et puis t'es dans un monde où t'as plusieurs personnes avec toi, t'as un chef au-dessus de toi, enfin, donc t'es toi-même manipulé. T'es dans une entreprise, t'es manipulé, et tu te dis, ouais, tu rentres dans le moule en fait au final. C'est ça, okay. Ça c'est ça. T'as eu des enquêtes comme ça c'est ouais. Oh c'était bien chaud ce jour-là. J'imagine, ouais. Ok, bah écoute, merci pour tout, merci pour ton témoignage, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu ici. On se revoit très bientôt sur Paris, bien sûr. Ou sur Aix, je sais pas, un jour. Écoute, dès que je vends mon appartement, je te... Allez, c'est moi qui vais l'acheter. Bon bah merci beaucoup d'être venu, et puis j'imagine qu'on fera d'autres rendez-vous comme ça. On essaye. Mais puis comme je le disais également, en fait, avec ID Protect, on a lancé une association sur l'usurpation d'identité, et donc évidemment on aimerait te compter parmi nos partenaires. Ah ouais, écoute, j'y serai. Bah parfait. Allez. Super. À bientôt. À bientôt, Fini. Ciao. Merci d'avoir visionné la vidéo en entier. Si t'es encore là, c'est que j'imagine que la discussion avec Nicolas a dû te passionner, donc n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu sur la lutte contre la fraude. À bientôt.